Merci de suivre la TFM. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. Nord Foire plongé dans l'amertume après le meurtre de Mbaye Tine, ferrailleur de profession. Sa famille n'en revient pas et clame justice. Retour au domicile de la victime. Vous entendrez le témoignage de ses proches. Les périodes de campagne électorale, un moment très prisé par les syndicalistes pour exécuter leur stratégie ou faire passer des messages, une démarche qui n'est pas du goût de certains acteurs du mouvement syndical. C'est le cas de Sidi Ndiaye de la FGTS. Il nous dira pourquoi dans quelques instants. Mewel Wolof a soif. Ce petit village au cœur de Linguère est en proie à une pénurie d'eau tout au long de l'année. Le seul puits qui s'y trouve ne fait plus l'affaire des habitants qui exigent la construction d'un forage. Les États-Unis et l'Afrique joignent leurs forces dans le domaine de la sécurité maritime. Lancement d'une série d'exercices militaires ce jeudi. Autorités militaires américaines et sénégalaises ont assisté à la cérémonie de lancement. À la une de l'actualité internationale, le Cameroun en état de choc après la mort atroce de Monique Koumateke, enceinte de jumeaux mais sans assistance médicale. Son accouchement a viré à la catastrophe. Sa mort a déclenché un concert de protestation. Enfin, en politique, Macky Sall et l'opposition dans la banlieue, le camp du oui et celui du non feront face ce jeudi à Guédiawaye. Nous serons en ligne avec nos correspondants sur place pour vous faire vivre les grands moments de cette campagne dans la banlieue dakaroise. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec la mort de Mbaye Tine, ce ferrailleur de profession. Difficile pour sa famille de comprendre le mobile d'une telle atrocité. Mbaye Tine est décrit par ses voisins comme un homme très calme. À Nord Foire, son quartier, ses tristesses et consternations. Je vous propose ce retour au domicile de la victime. Il est signé Pape Faraning et Younous Diatta. Une famille triste et désemparée après l'assassinat du père. Mbaye Tine, mortellement poignardé. La fille de la victime n'en revient toujours pas. Il était sorti pour aller aux Parcelles Assainies et 10 minutes après, les voisins reviennent nous dire que notre père a été tué. C'est vraiment incroyable. Avec son boulot de ramasseur de carottes cassées, il parvenait à nourrir sa famille. Sa mort va encore plus les plonger dans une fragilité sociale. Pambaye était un travailleur. Il s'affairait à ramasser des carreaux pour les revendre. Un homme calme, c'est dans l'après-midi qu'il a été assassiné. Son principale activité de Pambaye, c'était de se lever chaque matin pour aller chercher des carreaux pour les revendre. Nord Foire, Apexi 2, des zones réputées dangereuses. Les populations ont décidé de prendre leur sécurité en main. Je lance un appel à l'État et à toute la population sénégalaise, particulièrement à Nord Foire, pour qu'ils veillent sur notre, notre sécurité. Nous allons prendre nos propres initiatives. J'ai fait le tour des jeunes. Désormais, on va prendre notre sécurité en main. Le meurtrier est entre les mains de la police. Le corps de Mbaye Tine à l'hôpital en attendant son inhumation et sa famille éplorée. Une affaire à suivre. La campagne électorale serait un moment très prisé par les syndicalistes pour dérouler leur plan d'action. C'est le cas de certains acteurs qui font coïncider leur mouvement d'humeur avec les événements liés à la politique. Interrogé sur le sujet, Sidi Ndiaye de la FGTS pense que ce n'est pas une bonne démarche. Les détails dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Mohamed Dian. Elle occupe le devant de l'actualité. Dans la presse écrite comme audiovisuelle, la campagne pour le référendum fait la une. Et pourtant, à cette même période, des syndicats de l'enseignement moyen et secondaire sont en grève générale.
en tant que syndicat, nous ne pouvons pas arrimer nos activités au calendrier électoral de cette classe politique. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que le gouvernement signe des accords et que presque ce mal soit un mal partagé par différents secteurs d'activité. Un plan d'action pour pousser le gouvernement à respecter ses engagements. Seul bémol, les ministres, principaux interlocuteurs des syndicats, sont en pleine campagne. Nous sommes en campagne électorale 365 jours sur 365, alors que ces ministres-là doivent plutôt penser à l'application de ce qu'on appelle les lettres de politique sectorielle que quand même M. le Président de la République leur a donné. Mais ce qui est déplorable, c'est que ce même Président leur a demandé d'aller battre campagne alors que tous les secteurs d'activité sont en ébullition. C'est vraiment déplorable. Les autorités qui doivent vous recevoir à la limite ne sont plus sur le terrain. Tout le monde sait qu'aujourd'hui ils ne sont pas dans les bureaux, ils sont dans la nature. Excusez-moi de parler comme ça. Donc je pense que ce n'est pas stratégique de vouloir dérouler des plans d'action en cette période-là. Pour Sidi Ndiaye, la campagne référendaire n'est pas une période propice pour les syndicats. Puisque vous le savez très bien, cette période est une période chargée, c'est une période de campagne électorale pour le référendum. Donc vouloir dérouler un plan d'action en cette période-là, moi je pense que ça pose un certain nombre de difficultés. Nous n'allons pas reporter les plans d'action. Vous savez, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous avons eu à dérouler ce qu'on appelle le grand rassemblement des travailleurs qui a été précédé de la grande marche que nous avons organisée le 18 février. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la mise en œuvre d'autres plans d'action qui pourront avoir beaucoup plus d'impact également. Le référendum du 20 mars, un événement qui cristallise les attentions. Certains secrétaires généraux de syndicats restent convaincus que c'est le moment idéal pour montrer que le Front social est mécontent. Les travailleurs d'Ama Sénégal, la défunte société de nettoiement, réclament 3 milliards de nos francs à l'État du Sénégal. Ce montant représente le reliquat que les autorités avaient promis de leur verser. Khalignan représente le collectif de ces travailleurs d'Ama Sénégal. Il est avec Mambiram Diouf et Mardian. L'État avait avancé une somme et nous avait promis de régler le reliquat au cours de cette année, qui s'élève à peu près à 3 milliards. Nous avons bon espoir que les instructions de M. le Président de la République seront appliquées à la lettre. Récemment, nous avons été reçus par le médiateur de la République, M. Alioune Badara Cissé. De cette rencontre, nous avons été convaincus qu'une solution sera trouvée. Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Madame Innocence Ntap Ndiaye aussi, nous avons reçu. Et toujours c'était dans la même direction. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que nous savons que les instructions de M. le Président de la République seront respectées à la lettre. Donnez-vous une date à l'État? Il ne s'agit pas de donner une date. Il s'agit tout simplement de rappeler aux autorités de ce pays leur engagement vis-à-vis des ex-travailleurs de Ama Sénégal. Si vous êtes déjà allé à Linguère, eh bien vous êtes certainement passé devant Mewel Wolof. Nous allons nous arrêter dans ce village pour parler du calvaire qui vivent les populations. Sur place, les robinets ne coulent pas. L'unique puits qui s'y trouve a plus d'un siècle d'existence et ne parvient plus à étancher la soif des habitants. La construction d'un forage est une priorité. L'État est interpellé. Moudoumbay. Les populations de Mewel Wolof, un village situé à une douzaine de kilomètres de la commune de Yang, sont confrontées à d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Elles ne disposent que ce puits profond de 45 mètres qui date de 1905. Ce point d'eau situé à 2 kilomètres de leur village ne parvient plus à satisfaire les 1000 âmes composées essentiellement d'éleveurs et d'agriculteurs. Ce village n'est doté que d'un seul puits. Un puits creusé par Bouna Albouri aux environs de 1910. Ce qui veut dire que le puits a plus d'un siècle. Mais regardez ces bonnes dames-là. Traditionnellement, ce sont les dames qui font cette corvée-là. Ce qui veut dire que depuis un centenaire, ce sont les femmes qui viennent au puits. Ce sont les femmes qui, de par leur maigre force, font tout pour satisfaire l'eau du ménage, pour abreuver les bovins, ovins et autres. L'insuffisance du liquide précieux se répercute sur la scolarisation et la santé des enfants. Par-delà
toutes ces difficultés, il y a l'aspect éducationnel qui est menacé, nos enfants. Quand il y a un manque criard d'eau, le problème d'hygiène se pose. Ils sont certes à l'école, mais les toilettes ne sont pas fonctionnelles par manque d'eau. Face à cette situation alarmante, les populations de Mewol Wolof demandent aux autorités étatiques la construction d'un forage dans leur village pour mettre fin à leur soif. La maternité Dialbas de Rufisque reprend ses activités. Une séance gratuite de dépistage de cancer du sein a marqué l'occasion. La donatrice en a profité pour expliquer les raisons qui avaient amené la structure sanitaire à fermer ses portes. Écoutons Madame Djoumadien au micro de nos reporters. Je n'ai jamais donné l'instruction de fermer cette maternité. Je n'ai jamais discuté avec eux, je ne les connais pas. Je me suis rendu compte qu'ils étaient venus pour inaugurer la maternité. Et ils ont coupé leur ruban. La sage-femme qui était là à l'époque m'a installé dans son bureau et m'a demandé d'attendre ici. Et j'ai attendu, donc tout s'est fait à mon absence. Ils ont fait leur truc là, ils ont inauguré, ils ont mis la plaque. Comme quoi que c'est un don de l'ONG coréen. Là, je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas besoin de l'argent de cette maternité. Sinon, j'aurais pu, quand j'ai construit cette maison, j'aurais pu la mettre en location. Mais je préfère en faire une maternité pour la localité. Nous parlons sécurité à présent avec la décision des États-Unis et de 31 pays africains d'unir leurs forces. Ce jeudi s'est effectué le lancement d'une série d'exercices initiés par les forces navales américaines pour l'Afrique. Objectif, renforcer la coopération en matière de sécurité maritime. Le lancement de ces exercices s'est fait en présence des autorités militaires du Sénégal, mais aussi des États-Unis. Compte rendu signé Ibou Diouf et Modou Diop. Obangame Saharan Express est lancé. Il s'agit d'un exercice initié par les forces navales américaines pour l'Afrique. Les marines et gardes-côtes de 31 pays prendront part à l'exercice. L'objectif est de renforcer la coopération en matière de sécurité maritime entre les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces manœuvres constituent le plus grand test de l'architecture opérationnelle résultant de la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO et du Code de conduite de Yaoundé. Obangame Saharan Express 2016 est le fruit du fusionnement des deux grands exercices de sécurité maritime qui se tenaient initialement de manière séparée et à des périodes différentes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale sous le sponsoring du commandement des forces américaines en Afrique. Ces exercices en mer devront permettre aux forces navales africaines d'être plus outillées pour faire face à la pêche illicite, au trafic de drogue, au trafic d'armes, à la piraterie, au terrorisme et à la pollution marine. Les questions touchant au domaine maritime nous affectent tous et exigent une solution coopérative. Ceux qui sont engagés dans la pêche illégale, la pollution, le trafic de drogue, le trafic des armes et la traite des personnes passent et repassent à travers les frontières maritimes nationales. La sécurité maritime est un effort collectif. Il n'y a pas une seule nation qui peut ou doit être responsable pour la sécurité régionale, pour combattre la criminalité maritime. L'exercice Obangame Saharan Express se tiendra jusqu'au 23 mars sur 5 zones en Afrique, en attendant une plongée dans les eaux. Quelques notes de musique. C'est officiel, la BCEAO va exercer un contrôle dans les banques pour s'assurer de la gratuité de certains produits bancaires. L'annonce est de son directeur national Mamadou Camara. Autre décision des autorités de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la mise en place d'un dispositif pour décourager les faussaires à émettre de faux billets de banque. La Banque centrale recevait ce jeudi les directeurs généraux des banques et autres établissements financiers. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté. La confiance n'exclut pas le contrôle. Certes, les banques ont décidé de réduire certains produits bancaires suite à des négociations avec la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette dernière continue toujours d'exercer un contrôle pour l'effectivité de cette gratuité. Une mesure
elle est prise, décidée, en accord avec tous les acteurs, mais le contrôle, lui, il est continu. Le dispositif de contrôle, il est permanent et continu. Et ça, la BCEAO s'y attelle. Et toute infraction avérée, décelée et reconnue donne lieu aux sanctions appropriées prévues par la loi et la réglementation. La circulation des faux billets de banque fait fureur actuellement sous nos cieux. La BCEAO compte mettre des garde-fous pour faire face à ces faussaires. C'est d'éduquer suffisamment les populations pour les conduire à identifier les faux par rapport aux vrais. Et maintenant, le reste, c'est d'assurer une surveillance continue et de faire prendre toutes mesures nécessaires pour réprimer et sévèrement toute tentative de contrefaçon. Lors de sa rencontre avec les directeurs généraux des banques, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a émis son souhait d'aider les PME à accéder au financement avec un plan d'action qui s'étale sur 6 mois. Les PME aussi, c'est pour ça qu'on leur dit qu'il faut vous formaliser, quitter l'informel, vous enregistrer, tenir une comptabilité régulière et respecter maintenant des critères de rentabilité et une capacité de remboursement. Capacité de remboursement qui peut s'apprécier même dans le cadre d'une PME en démarrage au regard des flux que pourrait dégager le projet. Ce jeudi, la BCEAO a reçu les directeurs généraux des banques pour discuter de la situation bancaire au Sénégal et de leur rentabilité. Cette information qui vient juste de nous parvenir, Cheikh Alassane Sène, enfin libre, le juge a donné un avis favorable à sa demande de liberté provisoire après plusieurs requêtes rejetées. Il était poursuivi pour acte de terrorisme et placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges, Mahawa Sémou Diouf, pour une affaire de menaces envoyées aux autorités. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. À la une de l'actualité internationale, le Cameroun, stupeur et consternation après le décès de Monique Koumateke dans des circonstances dramatiques. Alors pour la petite histoire, cette future maman attendait des jumeaux. Elle serait morte par négligence du personnel médical d'une clinique de la place. L'annonce de sa mort a provoqué une onde de choc auprès des populations camerounaises qui ont réclamé la démission du ministre de la Santé. Un récit signé Fatou Bintou Conté. L'histoire émeut le Cameroun tout entier. La mort dans des circonstances troubles d'une femme enceinte de jumeaux a provoqué un courant de protestation au Cameroun, notamment dans la prise en charge des malades. Selon des sources hospitalières, Monique Koumateke, âgée de 31 ans, serait morte bien avant son arrivée à la clinique Lakinti de Douala. Ce décès dans des conditions non encore élucidées laisse de nombreux Camerounais en émoi. D'après des témoignages, c'est sa belle-sœur qui lui aurait ouvert le ventre avec une lame de rasoir pour tenter de sauver les 2 enfants. La jeune femme n'a pas été prise en charge aussitôt arrivée au centre hospitalier. Le personnel de Lakinti aurait exigé de l'argent avant de s'occuper de la malade. Monique Koumateke aurait donc succombé des suites d'une négligence du personnel médical. Lassés de ces multiples drames qui frappent les familles qui se rendent dans les hôpitaux publics, ces Camerounais ont décidé d'agir dès le lendemain du drame. Près de 500 personnes se sont rassemblées devant l'hôpital Lakintini et ont entonné l'hymne national pour enfin demander la démission du ministre de la Santé publique et que le président Paul Biya agisse une bonne fois pour toutes. Une grande polémique a suivi dans les réseaux sociaux. Des critiques acerbes sont adressées au gouvernement, même si la ministre de la Santé publique a martelé sur la télévision nationale que la belle-sœur de Monique Koumateke a achevé la victime en lui déchirant le ventre. D'ailleurs, le célèbre bassiste camerounais Richard Bona a réagi dans les réseaux sociaux en rendant directement le président Paul Biya responsable de ce drame. Et tout de suite, nous abordons la deuxième partie de ce journal avec le journal du référendum. Le journal du référendum que nous ouvrons tout de suite avec la banlieue dakaroise, c'est pour y retrouver Mme Biram Diouf. Mme Biram, bonsoir.
Bonsoir Sarah. Alors, le président Macky Sall est-il bien arrivé à Guédiawaye et le meeting a-t-il démarré? Voilà Sarah, donc c'est exact. Le président Macky Sall qui est arrivé ici à l'esplanade de la mairie de Guédiawaye aux environs de 19h30. Donc cette municipalité dirigée par Alioune Sall, qui est également son jeune frère, ovationné par une foule immense, lui également sur les t-shirts, casquettes, banderoles et autres supports pour lui témoigner leur confiance et partager également avec lui son projet de réforme constitutionnelle. Les mains brandies, le sourire aux lèvres en réaction à l'accueil qui lui est réservé. Le président Sall s'est ensuite dirigé vers la tente érigée sur place. Pour l'instant, Sarah, le lieu ne les emplit pas, car sa sortie qui ne devrait pas tarder est attendue ici par les militants, sympathisants et autres curieux qui ont fait les déplacements et qui actuellement jubilent. Aucun débordement et calmant n'est à signaler, donc tout se passe très bien et nous n'encorons pas d'y revenir plus amplement. Merci beaucoup, Mame Biram Diouf. Nous parlons toujours politique. Le grand Serigne Pape Ibrahima Diagne s'engage à voter oui. Il s'est prononcé en marge d'une journée traditionnelle de concertation et de partage de grands dignitaires de la collectivité Lébou. Au cours de cette rencontre, les villages, tous représentés, ont exposé leurs difficultés. C'était en présence de Maïmouna Ndiaye. Reportage. Une journée d'évaluation de la collectivité Lébou, de multiples doléances. La réponse vite trouvée par le grand Serigne Pape Ibrahima Diagne. Le chef de l'État vous estime beaucoup. La preuve, certains d'entre vous ont réclamé des infirmiers et le ministre en charge en fait toujours son affaire. Réforme foncière, modernisation de la pêche, le grand Serigne évoque ses raisons de voter oui. Nous nous démarquons de ceux qui disent non. Moi, grand Serigne, je dis oui. Ceux qui appellent à voter non n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision, encore moins de stratégie. Le Premier ministre venu présider cette rencontre promet de satisfaire les revendications de la collectivité Lébou. Cette dernière s'engage pour un oui massif le 20 mars prochain. Rufisque partagé entre le oui et le non. Le maire de la ville qui a décidé de voter non réfute la thèse selon laquelle la vieille ville a basculé dans le camp du oui. Selon Daoudagnan, seuls 2 de ses collègues seraient favorables au projet de réforme constitutionnelle. Je vous propose de l'écouter avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Dans ce pays, il y a 5 grandes villes. Chaque ville, on l'a confié à un cadre. On donne un texte, on demande à ces 5 cadres de réfléchir. Les 3 sont d'un côté disent non, les 2 sont de l'autre côté disent oui. Il est possible qu'ils aient raison. C'est que ces 2 qui ont dit oui peuvent être obligés de dire oui. Parce que l'un c'est le frère du président, l'autre c'est l'oncle du président. Si cela n'avait pas été le cas, que certainement les 5 allaient dire non. Donc j'invite toutes les populations à voter massivement non et ainsi permettre au président de la République d'appeler à une concertation et à mettre quelque chose de sérieux pour le devenir de ce pays. Donc nous votons non. 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 Tout de suite, retour dans la banlieue dakaroise. C'est pour y retrouver Salif Sow. Salif, bonsoir. Bonsoir Léa. Alors au même moment que se tient le meeting du président Macky Sall, Malick Gakou est également présent aujourd'hui dans son fief à Guédiawaye. Comment se déroule son meeting à lui? Après Guédiawaye, c'est une caravane. Plutôt après Guédiawaye, il a sillonné les rues de Pékin. Il est passé par Pékin, Ikotaf, Thiaroye-sur-Mer, Mbao. Ensuite, il est parti à Boune et là, présentement, il se trouve à Kermassar. Et la caravane se poursuit. Là, elle se branle vers Yumbel et le point de chute, ce sera encore le point de départ, c'est-à-dire Guédiawaye. Alors, Malick Gakou, interpellé devant les caméramans, les micros, a bien voulu minimiser la dernière sortie du lutteur Balla Gaye, qui, je vous le rappelle, a été à ses côtés lors de la première caravane du Front du Non.
Et cette fois-ci, Balla Gaye qui a demandé à Guédiawaye de recevoir le président de la République, Malick Gakou, a minimisé cette sortie. Et suite aux incidents qui se sont produits hier à Guédiawaye, le leader du Front du Non ici a aussi accuser le régime, l'autre camp, c'est-à-dire le Front du Oui. Et nous allons y revenir, Léa, en son et en image. Merci beaucoup, Salif Sow. Nous y reviendrons dans d'autres éditions. Et tout de suite, direction Sédhiou. Forte mobilisation des partis de l'opposition pour faire triompher le non. Les différents quartiers de la région ont été sillonnés et les citoyens ont répondu nombreux à l'appel. Bakary Konté, Palassambe. Le Front du Non mobilise à Sédhiou une forte mobilisation pendant les meetings et caravanes. Vieux Suleiman Traoré du PDS, arrivé deuxième lors des dernières élections locales, mobilise partout dans le Pakao. Ils ont sillonné les différentes artères de la commune de Sédhiou et demandent à la population de voter non. Ça, je pense que c'est la réponse de la population de Sédhiou à ce référendum. Donc c'est toute la population de Sédhiou qui est sortie, particulièrement les femmes et les jeunes, pour rejeter non seulement ce référendum, mais pour rejeter la politique du gouvernement de Macky Sall. Nous en avons marre des promesses, Pendant que nous souffrons avec aujourd'hui la fermeture de la frontière gambienne, on déverse des millions et des milliards de francs. La route de contournement de Kaolack en passant par Tambacounda, Kolda, c'est du Ziguinchor. Il y a des points, ne serait-ce que quelques kilomètres qui sont là, il suffit d'y investir peut-être 1 ou 2 milliards pour que nous puissions voyager tranquillement. Le Front du Non promet d'autres grandes mobilisations dans la capitale du Pakao et promet que le non remportera à Sédhiou. La société civile, elle, s'insurge contre la violence qui s'est invitée ces derniers jours dans la campagne électorale. Plus d'une cinquantaine d'organisations regroupées autour d'une plateforme ont appelé à l'apaisement. Cette plateforme, qui regroupe essentiellement des femmes, sollicite des autorités la protection des couches vulnérables, à savoir les jeunes, mais aussi les femmes. Pendasek est membre de cette plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité. Elle est au micro de Nafissatou Silla. La plateforme est préoccupée par certains événements qui sont en train de se dérouler durant la campagne et est très inquiète pour la phase post-référendum. Des violences verbales, des violences physiques même, des violences avec armes de plus en plus. Et ça, c'est préoccupant, surtout préoccupant pour les cibles les plus vulnérables que sont les femmes et les jeunes. Et la plateforme est également très préoccupée, conformément à sa mission. La plateforme fait attention à la protection des droits des personnes, particulièrement des personnes vulnérables. Que ce soit le non, que ce soit le oui, en tout cas chacun est libre de son choix. La plateforme a lancé un appel pour demander aux autorités, aux institutions gouvernementales, aux partis politiques, mais de prendre toutes les dispositions pour que ce référendum se déroule dans de bonnes conditions, dans la transparence et dans la paix, dans un climat apaisé. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit et tout de suite la suite plutôt de vos programmes sur votre chaîne préférée.